Ravi de vous retrouver sur la panafricaine. Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre un tournant décisif de son histoire. Près d'une décennie après la crise post-électorale de 2010, le pays a été dirigé par une coalition politique, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Mais voilà que depuis quelques mois, des dissensions se font sentir au niveau de cette coalition politique et les partis qui sont restés fidèles au sein de ce groupement politique sont arrivés finalement à la création d'un parti politique unifié, le RHDP unifié. Qu'en est-il aujourd'hui? Quels sont les grands chantiers qui attendent ce nouveau parti politique et comment ce parti se met en ordre de bataille pour les élections présidentielles de 2020? Aujourd'hui, pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Julien Geoffroy Kouao, juriste, analyste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et avec lui aussi, M. Souleymane Oulaye, directeur général de Mosaïque Studio. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup et merci de nous inviter pour la deuxième fois ici. C'est nous qui vous remercions. Alors déjà, d'entrée de jeu, on sait que le RHDP a été mis sur les fonds baptismaux en mai 2005 et il a fallu attendre le 26 janvier 2019 pour se muter en parti politique réellement. 14 ans pour arriver à ce projet-là. Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps? Pourquoi ça a mis tant de temps? Non, ça a mis tant de temps parce que tout simplement, c'était le temps d'abord du concubinage, des fiançages et maintenant du mariage. Au départ, c'était une association de partis politiques partageant un idéal commun sur le plan politique, c'est-à-dire la pensée de Félix Houphouët-Boigny. Et puis, il y avait aussi un objectif électoral. Battre le FPI et Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle de 2010. L'élection terminée, la victoire acquise, il y a eu une cogestion. Maintenant, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020, il faut redéfinir le cadre politique de ce regroupement politique. Et évidemment, les pères fondateurs ont pensé à mettre en place non pas un regroupement politique, mais un parti politique unifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de RDR, de UDPCI et autres, mais plutôt du RHDP avec des instances uniques. Justement, on parle du RHDP avec des instances uniques. Alors, ces partis politiques qui ont aujourd'hui fédéré pour donner le RHDP, quel est leur avenir? Vont-ils disparaître? Ben, pour moi, d'après ce que je lis et que j'entends, certains partis ne veulent pas disparaître parce que ces partis ont leurs propres militants, leur propre vision de l'avenir politique qu'ils se sont tracés. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a aujourd'hui une entité, n'est-ce pas, qui est le RHDP unifié, donc une entité qui a été officiellement portée sur les fonds baptismaux, qui est donc un parti politique. Et donc je crois que c'est ce que moi je retiens, c'est que nous avons un grand parti qui a été créé avec la contribution ou l'intégration de plusieurs autres partis. Alors le RHDP, on sait aussi que l'un des maillons forts à l'origine du RHDP, c'est le PDCI-RDA. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié se retire du RHDP. Est-ce que le RHDP a toujours cette puissance-là, cette force de départ? Je crois que vous l'avez dit, hein, le PDC est un parti fort, mais le RDR également. Est-ce que le départ de M. Bédié du PDCI va affaiblir le parti unifié? Je crois que le parti unifié saura prendre des dispositions internes et sur le terrain, parce que tous ces partis ont besoin d'adhésion pour rester donc un parti fort. L'union faisant la force, je crois que nous aurons peut-être deux plateformes ou deux partis forts face à face. C'est une très bonne chose pour la démocratie. Une très bonne chose pour la démocratie, mais au sein du PDCI, c'est vrai que Henri Konan Bédié se retire du parti unifié, mais quand même il y a des cadres du PDCI qui ratissent autour d'eux et ramènent des militants du PDCI au sein du RHDP. On a le cas avec le ministre Adjoumani, on a le cas avec le vice-président qui a monté le groupement PDCI Renaissance. Est-ce que c'est le PDCI qui soit vraiment affaibli ou bien c'est juste quelques-uns des fidèles au Je pense que président? pour répondre à votre première interrogation, idéologiquement, c'est un échec.
pour le RHDP. Parce que idéologiquement, l'objectif était de réunir les enfants ou les héritiers politiques de Félix Houphouët-Boigny. Et par définition, c'est le PDCI-RDA, le RDR ensuite. Maintenant, sur le plan politique, le RDR et le PDCI gardent leurs fondamentaux, leurs bastions politiques. N'oublions pas que chez nous, ce ne sont pas les idées, mais ce sont les personnes qui conditionnent la vie politique ivoirienne. Et donc, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara restent toujours forts auprès de leurs militants. Est-ce que le PDCI, avec le départ des cadres que vous avez cités, est affaibli? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Au niveau de la géopolitique, le PDCI reste toujours ancré dans le grand centre. De même que le RHDP, qui est le produit du RDR, reste, n'est-ce pas, un parti fortement urbain. Et donc, dans tous les cas de figure, l'élection présidentielle de 2020 va permettre de peser réellement les forces et les faiblesses des uns et des autres. Alors, 2020, quand on voit, je reposais la question tout à l'heure de l'avenir de ces partis politiques-là, on a déjà l'UDPCI avec Mabry Touakeus, même s'il ne s'est pas annoncé officiellement, l'un de ses proches a annoncé qu'il était candidat à la présidentielle de 2020. Si quelque chose devait changer, ils allaient revenir vers les militants de base pour leur dire ce qui se passe. Au niveau des militants de base, comment le RHDP sera donc structuré ? Je crois qu'au niveau des militants de base, le RHDP va intégrer tous les autres militants des partis qui sont fédérés. Après la décision de se présenter de M. Mabry Touakeus, vous l'avez dit, n'est pas encore officielle. Et il faut dire que quand on se met ensemble, c'est pour être plus fort. Et je crois que si cette unité est maintenue, les militants seront sensibilisés pour militer pour le grand parti qui a été créé. Pour moi, c'est ça l'évidence. Moi, je pense que la question ne se pose pas, puisque le RHDP se veut un parti démocratique. Et dans une démocratie, dans un parti démocratique, pour aller à une élection présidentielle, il faut organiser des primaires. Et dans le cadre des primaires, M. Mabry pourrait éventuellement être candidat à la candidature. Maintenant, quant aux militants, ils doivent savoir désormais que le RHDP est un parti unifié. Donc, il n'y a plus de militants du RDR, militants de l'UDPCI, ce sont les militants du RHDP. C'est une union, ce n'est plus une association. Vous voyez, c'est un peu comme une confédération et une fédération. La confédération est une association d'États. L'exemple de la CEDEAO, par exemple, on dit les Ivoiriens, les Sénégalais, les Burkinabés, etc. Mais la fédération, c'est une union d'États. Prenons le cas, par exemple, du Nigeria, qui fait 36 États. On ne parle pas d'habitants de Bauchi, d'habitants de Zamfara, de Sokoto, non, on parle de Nigériens. Et donc, cet exemple pour vous montrer que désormais, il s'agit d'un seul parti et il faudrait que la direction du RDR, du RHDP soit extrêmement ferme sur la question parce que ça peut leur porter préjudice en 2020 si évidemment il restait encore quelques imprécisions. Mais justement là il se pose un problème, c'est quelque chose quand même qui a freiné la mise en place du parti unifié. On a vu lors de la formation, lors du congrès du 26 janvier, ils ont demandé à ce que les textes juridiques qui formalisent les structures se fassent après le congrès. Ça veut dire que pour le moment, le parti unifié, le RHDP, il est formé, mais les structures, il n'y a rien de juridique qui soutient cela encore. Les partis politiques qui fondent le RHDP ont la possibilité de sortir à tout moment ou de jouir de leur autonomie. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Il y a une grande confusion au RHDP quand même à ce niveau. Ben, si c'est le cas, ça va poser un problème. Pour l'heure, en dehors des textes, nous avons assisté à la naissance d'un grand parti. Ce qu'il faut dire, tout à l'heure, vous aviez parlé de cette union qui doit aussi respecter, parce que l'union, c'est dans la diversité. Il faut discuter. Moi, je crois que pour tout, quand on a parlé tout à l'heure du temps que cela a mis, il faut savoir que le dialogue doit être au centre de toute union. Surtout qu'on est différents. Il faut se parler, il faut dialoguer, ça prend du temps et on ne se précipite pas pour créer ce genre comment on appelle,
de grands partis politiques. Et la discussion va continuer de manière certainement à mettre en place les textes, ce qui n'est pas facile. Déjà, nous avons pris acte de la naissance du RHDP unifié et les textes certainement sont en laboratoire en train d'être travaillés pour que tout le monde s'y retrouve. Est-ce qu'on a mis la charrue avant le bœuf? Bon, ça dépend de ce qu'ils attendent, ceux qui ont créé ce parti, de ce qu'ils attendent de la suite qu'ils donnent. L'objectif, c'est 2020. Je crois qu'ils ont le temps de se parler et de consolider tous les aspects de la création de ce parti. Les aspects juridiques, les textes notamment. Donc les aspects juridiques vont suivre, mais idéologiquement, est-ce que vous pensez qu'avec les tractations qui ont encore lieu pour essayer de ramener le président Bédié dans le RHDP, quelque chose est possible avant 2020? Oui, en politique ivoirienne, tout est possible. Hein. Absolument. Comme disait le président Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'alliance contre nature. Il n'y a que des alliances. Et je pense que c'est fort possible qu'avant 2020, le PDCI et le RHDP se retrouvent dans un cadre de discussion, dans la perspective évidemment de la présidentielle de 2020. Mais pour l'instant, avec beaucoup d'objectivité, je ne vois pas comment cela pourrait être possible, vu le fossé abyssal sur le plan idéologique et sur le plan même simplement des objectifs à court terme des deux principaux leaders de ces formations politiques. N'oublions pas que ce qui divise M. Bédié et M. Ouattara, c'est l'élection présidentielle de 2020. À l'observation, les deux leaders de ces formations ont des velléités de candidature. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre puisqu'il n'y a qu'un seul siège. N'oubliez pas que les réticences ou les réserves du PDCI sont parties du fait que, selon le PDCI, le RDR avait promis une alternance à l'interne à son profit après le deuxième mandat de M. Ouattara, ce qui, à l'évidence, n'est plus à l'ordre du jour. Donc, je pense que M. Bédié, qui nourrit des velléités de candidature à la présidentielle, M. Ouattara, qui ne laisse pas entrevoir une opposition assez claire, tout ça montre que la réconciliation entre les deux me paraît de moins en moins plausible. Et au Congrès, on a vu le président Ouattara être mis au devant du RHDP. Est-ce à dire de manière implicite que c'est le candidat idéal pour 2020 pour le RHDP? Ben vous savez, moi, je n'aime pas faire des plans sur la comète. Je pense que quand le moment sera venu, le RHDP va désigner son candidat. Mon frère a dit tout à l'heure que pourquoi pas passer par une primaire, tout est possible. Et je ne veux pas me prononcer si je n'ai pas entendu le candidat dire qu'il est partant pour 2020. Après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais je préfère être dans le vrai. Nous sommes journalistes et il est très important que nous écoutions, que nous ayons de vraies informations avant de nous prononcer. Je ne veux imaginer quoi que ce soit, puisque les candidats vont se prononcer à un moment donné, puisqu'il faut qu'il y ait campagne. Si justement, mais déjà on voit certaines nuances, certains qui appellent le président à briguer un nouveau mandat, vu le résultat de ses performances. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution? Écoutez, si on était en sport automobile, on dirait qu'il était en pole position, puisqu'il est de jure comme de facto le président du RHDP. Et il faut aussi nous dire que notre constitution le permet, que le président de la République soit aussi président d'un parti politique. Je pense que le mieux serait, dans le cadre démocratique, l'organisation de primaires. Je ne pense pas que les Ivoiriens vont donner leur voix à des partis qui vont faire de la politique à l'ancienne avec la désignation de leurs candidats à l'ancienne, de façon presque non consensuelle, non démocratique. Il faut donc que les grands partis intègrent ça dans leur action pour 2020 et ils seraient heureux de voir plusieurs candidatures au sein du RHDP pour voir qui sera le candidat. Alors, plusieurs candidatures, vous voulez rebondir, mais plusieurs candidatures. Est-ce que vous voyez, comme on le dit, une nouvelle génération de nouveaux visages d'hommes politiques, ou bien vous voyez déjà ceux qui ont bâti, ceux qui ont déjà travaillé, qui ont de l'expérience, continuer ce combat-là?
Ben, d'abord, il suffit de regarder dans le monde entier. Vous avez des nouvelles générations qui arrivent à la présidence, qui dirigent des pays. La Côte d'Ivoire est un pays, c'est dit, moi je ne suis pas statisticien, mais la majorité de la population ivoirienne se situe entre 15 et 25 ans ou 30 ans. Donc c'est un pays jeune. Et ben, il serait très intéressant qu'il y ait des candidats jeunes aux côtés des anciens. Je crois qu'à partir du moment où on est dans un exercice démocratique, chacun va défendre ses arguments, sa politique, sa vision, et le peuple pourrait ainsi choisir. J'ose espérer qu'il aura des jeunes candidats. On parlait des deux grands partis. Mais pourquoi on s'enferme toujours dans ces histoires de partis? C'est vrai que les partis forts ont une base, comme on dit, démographique, une base. On parle de bastion, parce que tel parti serait limité à cette zone géographique. Même si on sait que la Côte d'Ivoire est géopolitique, donnons aussi la chance. D'abord, ces deux grands partis ont une implantation nationale, hein, je crois. Donnons aussi la chance à la société civile, celle qui n'est pas forcément militante d'un parti ou d'un autre. On a vu avec certaines élections locales l'arrivée des indépendants ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est un pays jeune, c'est un pays qui est très dynamique, c'est un pays qui doit, à mon avis, rester ouvert, et que les politiques, ils l'ont dit, hein, tous les grands politiques ont dit que la jeunesse doit désormais avoir sa place dans l'environnement politique ivoirien. Donc qu'il y ait des candidats de toutes les générations, pourquoi pas, le peuple choisira ainsi. Tout à l'heure, vous aviez parlé de personnes qui poussent les différents leaders à se présenter, mais ça, c'est tout le temps comme ça. Il y a des clubs de soutien, il y a, voilà, chacun sait pourquoi, quel est son intérêt de pousser un candidat ou un autre. Ça, il faut le leur laisser. Mais à la fin, c'est tout le peuple de Côte d'Ivoire qui vote. Il semblerait que nous soyons 26 millions de personnes, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'au sein de chaque parti politique, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, il y ait 25, même 20 millions de militants avec des cartes de parti. Je crois qu'il y aura des arguments sur le terrain. On sort d'une crise aiguë et aujourd'hui, moi la chose que je retiens, qui est la chose essentielle, quel que soit le parti politique, c'est la Côte d'Ivoire qui compte, c'est la Côte d'Ivoire qui doit y gagner. Et je crois que le premier combat pour tous, c'est la paix et la réconciliation pour des élections apaisées en 2020. Des élections apaisées en 2020. On a tiré un peu quelques leçons des élections locales qui se sont passées récemment. Est-ce que les indépendants, ils ne seront pas le facteur déterminant de ces prochaines élections? C'est fort possible. C'est fort possible. Comme il a dit tout à l'heure, regardez, en Afrique, en 1980, l'âge moyen des chefs d'État, c'était 52 ans. En 2018, l'âge moyen, c'est 66 ans. Autrement dit, nous sommes dans une gérontocratie. Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité-là. Et je pense qu'il y a lieu de renouveler la classe politique. Évidemment, ça passe par la société civile. Parce qu'aujourd'hui, il y a une idée nouvelle qui est en train d'émerger en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire penser à l'après-Ouattara, à l'après-Gbagbo et à l'après-Bédié. Et donc, je pense que le problème, c'est que les velléités politiques ne se pointent pas à l'horizon. On ne les voit pas venir. Tout le monde réfléchit en Côte d'Ivoire, tous les politiques évidemment, réfléchissent en Côte d'Ivoire à l'homme tutélaire de Gbagbo Laurent, d'Alassane Ouattara et d'Henri Konan Bédié. Évidemment, avec de telles postures politiques, le renouvellement sera un peu difficile. Maintenant, il faut aussi voir dans quel cadre va se tenir l'élection présidentielle de 2020. Est-ce qu'il n'y a pas lieu dès maintenant de redéfinir le cadre théorique, le cadre juridique et le cadre institutionnel de ces élections pour permettre réellement de voir si les partis politiques ont vraiment encore de l'assise populaire et permettre aussi à la société civile d'émerger. La société civile d'émerger, mais quand on se base, revenons sur le RHDP, quelles sont aujourd'hui les faiblesses, quelles peuvent être les faiblesses de ce mastodonte politique? Alors, je vais rebondir sur ça, si vous me le permettez. Je vous en prie, cher frère. C'est entre nous. Je pense que la première faiblesse, c'est d'avoir gouverné. Gouverner, c'est décevoir. En 2020, le RHDP ne fera plus de propositions. Le RHDP va défendre un bilan. Vous avez dit tout à l'heure que le bilan économique était relativement bon, mais le bilan social n'est pas du tout bon. Le bilan social n'est pas du tout bon. Et le constat est clair. Et d'ailleurs,
lors de son adresse aux Ivoiriens le 31 décembre dernier, le président de la République, président du RHDP, a axé son action pour cette année sur le social. Mais est-ce qu'avec une politique libérale, on peut mener des actions sociales en faveur des populations? Est-ce qu'un gouvernement libéral peut mettre l'accent sur la valorisation du service public? Idéologiquement, c'est non. Donc la principale faiblesse du RHDP, c'est sa gouvernance, surtout au niveau social. Vous le pensez, mais déjà, on voit des populations qui saluent les grands chantiers qui ont été réalisés sous le président Alassane Ouattara, tout ce que le RHDP fait. Pour vous, quelles peuvent être les faiblesses de ce mastodonte politique? Je pense que je vais dans son sens. Les politiques ou les partis politiques qui nous gouvernent sont censés nous apporter ce qu'on appelle le bonheur avec un grand B. Que le social fonctionne, que l'éducation fonctionne, que la santé fonctionne et que la sécurité fonctionne. C'est vrai qu'il y a des grandes réalisations qui sont très visibles. Ce sont des réalisations qui sont faites dans le sens d'une mission d'État. Et pour nous, l'aspect social est très très important. Il faut surtout aller à l'écoute de la société civile parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un gouvernement ou d'un parti libéral ou d'un parti socialiste, je crois que les grandes idéologies sont un peu dépassées dans la pratique concrète, dans l'exercice concret du pouvoir. Il faut mettre le peuple au centre de ses préoccupations. Et le peuple ivoirien a beaucoup de préoccupations. Je reviens sur une chose, c'est vrai qu'on parlera de l'aspect socio-économique et c'est très important, n'est-ce pas? Mais les Ivoiriens ont soif de paix. Honnêtement, les Ivoiriens ont soif de paix. Nous sommes à Studio Mosaïque comme formateurs de journalistes et producteurs de médias, mais nous ne faisons pas que ça. Nous faisons de grandes campagnes sur des thématiques d'intérêt public, dont la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Vous allez aller dans tous les foyers, personne ne veut plus en Côte d'Ivoire un seul son d'armes. Personne ne veut plus de bruit de bottes. Après, on sera libre de choisir son candidat, d'élire son candidat à la présidentielle. Et il faut aussi commencer par venir mettre en avant en Côte d'Ivoire les arguments. Quels sont réellement les programmes et qu'il y ait des débats. Quand on regarde les médias ivoiriens où on lit, il y a très peu de débats. La jeunesse ivoirienne participe très peu en dehors de la jeunesse des partis politiques. Mais permettez-moi de vous couper la parole. En parlant de réconciliation, est-ce que vous ne pensez pas que le RHDP, avec la formule qu'ils utilisent, c'est un symbole pour appeler les Ivoiriens à l'union, rassembler tous les partis politiques, en tout cas une majorité de partis politiques, à aller dans un même sens, à converger? Mais nous parlons de rassembler les partis politiques et les militants. Les Ivoiriens, je l'ai dit et je le répète, c'est aussi des millions de gens. Moi, je crois qu'il faut des messages forts, il faut des actions fortes. Les Ivoiriens sont un peuple de paix et je crois que c'est possible. Mais ça ne doit pas se limiter au sein des actions des partis politiques. Les partis politiques doivent envoyer des signaux forts parce que c'est eux qui sont au devant des choses. Moi, personnellement, la société civile est aussi importante que les partis politiques pour ce qui concerne les populations. La réconciliation viendra des signaux forts, mais naîtra dans le cœur des Ivoiriens. C'est dans le cœur des Ivoiriens que la réconciliation naîtra et nous pensons que les Ivoiriens sont disponibles. C'est un peuple de paix, c'est un peuple à qui il faut juste envoyer des signaux forts. Alors, permettez-moi de rester avec vous. Nous sommes presque au terme de cette première partie. Si vous aviez un mot à dire, RHDP 2020, comment vous voyez ce binôme? RHDP 2020, la route, désormais, est tracée et s'impose à tous, à toutes et à tous. La route de la paix, de la vraie réconciliation pour des élections apaisées en 2020. Mais c'est valable pour tous les partis et tous les hommes et femmes politiques en Côte d'Ivoire. C'est valable pour les Ivoiriens eux-mêmes, la société civile. Pour moi, c'est ça mon mot. Alors, et vous, le RHDP en marche pour 2020? Mais comme je le disais tout à l'heure, le RHDP aura à défendre son bilan. Le bilan de 10 ans de gestion politique. Et les Ivoiriens jugeront. Je pense que sur le plan économique, les statistiques sont presque ouvertes. 36 milliards de dollars comme PIB, 8% de taux de croissance. Mais n'oublions pas que l'école est toujours en grève.
les agents de santé se plaignent de leurs conditions de vie. L'insécurité est toujours présente. Donc, le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère est également. Donc, le RHDP en 2020 aura à défendre un bilan face à des adversaires qui vont faire des propositions. Mais la force du RHDP, c'est que la plupart de ses adversaires, selon les principaux qui pointent pour le moment à l'horizon, ont déjà aussi gouverné et ont largement montré leur insuffisance. D'où la pertinence de l'émergence de nouvelles personnalités pour donner, n'est-ce pas, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, du piment à cette élection, dans le sens pacifique, évidemment. Dans le sens pacifique, on retient ce mot. Alors, c'est sur ces mots que nous allons nous arrêter, faire une petite pause d'abord. Et comme nous le disions, nous parlons aujourd'hui des grands chantiers qui attendent le RHDP, le Parti unifié en Côte d'Ivoire. Nous sommes avec M. Julien Géoffroy Kouao, juriste, analyste politique. Et avec nous sur ce plateau aussi, M. Souleymane Oulaye, directeur général de Mosaïque Studio. À ce propos, je voudrais ajouter, on n'a pas cité les médias. Les médias ont un très très grand rôle à jouer dans la cohésion sociale, la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous organisons bientôt avec la Deutsche Welle Academy l'éducation des jeunes aux médias. Très important. Et nous y reviendrons aussi dessus pour parler de cet événement important. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de cette émission. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de notre émission. Si vous nous prenez en marche, nous venons d'évoquer les grands chantiers qui attendent la nouvelle formation politique en Côte d'Ivoire, le RHDP, parti politique majeur en Côte d'Ivoire. Mais pour les élections de 2020, le RHDP devra s'attendre à voir en face des poids lourds de l'opposition. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui vient d'être libéré sous condition. Son mot vaudra son pesant d'or dans les prochaines élections. Mais aussi Soro Guillaume, l'ex-chef de la rébellion armée ivoirienne, dont le président Alassane Ouattara a annoncé sa démission il y a quelques jours de la présidence du Parlement ivoirien. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Quel avenir pour Laurent Gbagbo et Soro Guillaume en 2020? Pour en parler, nous avons toujours avec nous sur ce plateau M. Julien Géoffroy Kouao, juriste, analyste politique. Nous vous remercions de nous accompagner. Merci beaucoup. Et il y a M. Bamba Souleymane qui vient de nous rejoindre, professeur Bamba Souleymane. Abdoulaye. Professeur Abdoulaye. Bamba Abdoulaye, excusez-moi alors, historien, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et encore désolé pour le nom que je viens d'écorcher. Non, c'est pas grave. Abdoulaye Bamba. Souleymane, c'est mon petit frère. Ah. Alors, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo vient d'être libéré, mais il est tenu de ne pas s'exprimer publiquement et il ne peut se rendre en Côte d'Ivoire pour prendre part au débat politique pour le moment. Mais est-ce que vous pensez qu'il a une place sérieuse pour les échéances de 2020? D'abord, je pense qu'il a une place dans le cœur des militants de son parti, ce qui fait que même s'il ne veut pas, il est obligé de participer d'une façon ou d'une autre au débat politique. Mais les restrictions données par la CPI vont peser lourd dans la balance. Il est obligé d'en tenir compte, puisqu'on lui a interdit même de passer par des personnes tiers pour donner son point de vue. Donc à ce niveau, je pense que ça va être un gros handicap, mais vous savez, c'est un fin politicien. Donc il trouvera les stratagèmes, les voies qu'il faut pour faire passer son discours. Et je pense qu'à ce niveau-là, il dira exactement ce qu'il veut qu'on fasse, ou il dira exactement ce qu'il veut que ces militants fassent, je pense. Alors, et vous pensez que Laurent Gbagbo, on doit encore compter avec ce nom pour les élections de 2020? Quel avenir pour Laurent Gbagbo après sa sortie? À l'évidence, ces ennuis judiciaires constituent un véritable obstacle. Mais comme il le disait tout à l'heure, Laurent Gbagbo est un véritable animal politique au sens positif du terme. Je suis certain qu'il va transformer cette faiblesse en opportunité politique dans la perspective de l'élection de 2020. Non, je pense qu'il faut compter avec Laurent Gbagbo, qui est une figure majeure de la politique ivoirienne de ces 40 dernières années. Et n'oublions pas que ces ennuis judiciaires font de lui un martyr, non seulement au niveau national, mais au niveau du continent africain. Et tout ça peut en ajouter, n'est-ce pas, à sa popularité qui, sur le plan interne, est déjà grande. Une popularité déjà grande, mais quand on sait que c'est quand même le visage ou bien un visage d'une certaine révolution
africaine, une révolution politique. Avec tout ce qui se passe dans la sous-région, vous ne pensez pas que Laurent Gbagbo 2020, c'est quelque chose qui risque de carrément perturber tous les agendas politiques? Tout dépend de ce que vous entendez par perturber. Perturber au sens positif ou au sens négatif. Mais il y a une autre dimension qu'on n'aborde pas très souvent lorsqu'on parle de Laurent Gbagbo. On ne parle pas de Blé Goudé. Et je pense que Laurent Gbagbo, comme c'est un grand politique, n'écarte pas, je n'ai pas échangé avec lui, mais n'écarte pas la possibilité de passer le relais à Blé Goudé, qu'il a eu le temps de former. Vous savez, la CPI, le temps qu'ils ont passé ensemble, toutes les batailles qu'ils ont eu à mener en Côte d'Ivoire. Donc, il pourrait aussi surprendre l'observateur de la scène politique ivoirienne et africaine en décidant de passer le relais à Blé Goudé. Et je pense que ça pourrait marcher parce que Blé Goudé a beaucoup appris auprès de Laurent Gbagbo. Cette dimension également, il ne faut pas l'oublier parce que humainement, il est fatigué aussi. Humainement, il est fatigué, mais quand même, il y a du personnel politique au niveau de sa formation politique ici, le FPI. Est-ce qu'il ne peut pas passer le relais à quelqu'un qui est resté sur le terrain, qui connaît la réalité des Ivoiriens actuellement pour défendre les couleurs de... Tout va dépendre de la dynamique interne du Front populaire ivoirien. Mais n'oublions pas que chez nous, comme je le disais tantôt, les militants suivent une personne, une figure emblématique. Et Laurent Gbagbo incarne cette figure emblématique de la gauche, comme Ouattara incarne la figure emblématique de la droite. Et je pense que avec tout ce qu'il a vécu et dans sa démarche politique qu'il a laissé entrevoir depuis les dernières 40 années, je pense qu'il serait difficile pour Laurent Gbagbo de passer la main. Comme Bédié, comme Ouattara, il va certainement aller jusqu'au bout. Et comme il a dit tout à l'heure, mon frère, certes, M. Blé Goudé pourrait être un bon substitut, mais je ne pense pas qu'il le fera parce que la politique chez nous est avant tout un tutu personné et je ne pense pas que M. Bédié, M. Ouattara et M. Gbagbo feront la passe aux jeunes, raison pour laquelle tous ont été un peu silencieux, ont accompagné de façon explicite ou tacite la nouvelle constitution qui supprime, n'est-ce pas, l'âge limite de 75 ans. En supprimant l'âge limite de 75 ans, M. Ouattara avait des ambitions, M. Gbagbo aussi avait des ambitions, M. Bédié avait des ambitions. C'est pour cela, si vous remarquez bien, lors de l'adoption de cette constitution, M. Bédié a dit ouvertement qu'il était d'accord et M. Gbagbo n'a pas donné de consignes précises allant dans ce sens. Parce qu'évidemment, cette suppression a leur, n'est-ce pas, en leur faveur. Mais justement, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-président aussi Henri Konan Bédié, on entend bien souvent Henri Konan Bédié ces derniers temps parler de se rapprocher de Gbagbo, envoyer des émissaires, rencontrer Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on doit s'attendre à une alliance Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié pour les prochaines élections? C'est la seule alliance qui reste maintenant à faire en Côte d'Ivoire. On a déjà vu l'alliance FPI-RDR, on a vu l'alliance PDCI-RDR. C'est peut-être maintenant l'alliance FPI-PDCI qu'on n'a pas encore vue. Mais on est en politique, tout est possible en politique. Mais quelle opportunité ce binômage-là peut donner? Vous savez que déjà que Bédié ne s'entend plus avec Ouattara. Il était bon qu'il frappe de l'autre côté. Et il avait déjà annoncé les bienfaits de la libération de Gbagbo. Ça a été fait. Il va capitaliser également cette posture qu'il a eue. Donc je pense qu'il va tirer des dividendes assez importants de la chose. Mais tout dépendra maintenant. Parce que j'ai lu Guy Kawe qui disait qu'il n'y avait pas de coalition avec le FPI, mais c'était une plateforme. Maintenant, il faut savoir quel est le contour de cette plateforme. Et c'est à ce niveau-là que les choses vont se décider. Et vous pensez que idéologiquement c'est possible, Bédié, Gbagbo? Non, vous savez, en Côte d'Ivoire, les alliances ne se font pas sur une base idéologique, encore que les partis politiques même ne sont pas formés idéologiquement, sur des bases idéologiques. Les alliances se font sur une base électorale. Et c'est ce qui a justifié le Front républicain dans les années 90 entre le RDR d'Alassane Ouattara et le Front populaire de Laurent Gbagbo contre M. Henri Konan Bédié et le PDCI RDA. Dans la décennie 2000, on a vu l'alliance entre M. Ouattara, c'est-à-dire le RDR, et le PDCI de M. Henri Konan Bédié dans le seul objectif
n'est-ce pas, de battre sur le plan électoral M. Laurent Gbagbo. Et donc, je pense que dans la perspective de 2020, une alliance sur une base électorale est extrêmement plausible. Et comme j'aime à le rappeler, Laurent Gbagbo disait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'alliance contre nature, il n'y a que des alliances. Sinon, sur le plan idéologique, le FPI, au regard de ses tests, est un parti socialiste, donc de gauche. Le PDCI, RDA, est un parti de centre-droit, donc tourné vers la droite. Idéologiquement, les deux partis ne peuvent pas se mettre ensemble, même si ce sont des partis modérés qui peuvent faire des compromis, des concessions, rendant ainsi la coalition, l'alliance possible. Mais je pense que dans tous les cas de figure, comme il le disait si bien, c'est la seule alliance qui reste. Et face à la machine redoutable du RHDP, avec l'effet de pouvoir que cela peut accompagner et entraîner, il est dans l'intérêt de ces deux formations politiques de se mettre ensemble face au RHDP d'Alassane Ouattara en 2020. Alors juste une question, une observation. Laurent Gbagbo, qui est traduit à la CPI en 2011, quand il part, c'est vraiment le bourreau en griffe, le dictateur qui va. En 2019, quand on voit comment son procès est suivi, quand on voit le mouvement que ça crée, il ressort un peu en héros. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la déception des Ivoiriens qui est traduite par ce sens-là? Qu'est-ce qui se passe par ce phénomène-là? Personnellement, je pense plutôt que c'est le fait qu'il y ait eu un seul camp qui a été jugé, qui peut expliquer un peu dans un premier temps cette approche, cette posture. Déception à quel niveau? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que si les deux camps s'étaient retrouvés de l'autre côté et que chacun avait pris ses avocats, il y aurait eu moins de passion. Mais le fait de retrouver Laurent Gbagbo et Blé Goudé seulement là-bas a donné beaucoup plus de ferveur, de dynamique et de courage à leurs militants d'attendre, même s'il faut attendre encore 20 ans, attendre 20 ans et espérer. Je pense que la popularité de Laurent Gbagbo, historiquement, a toujours été construite par ses adversaires politiques. Dans les années 80, le président Oufoué l'oblige à aller en exil. Il gagne donc de la sympathie et au niveau national et au niveau international. En 1992, il est mis en prison par le Premier ministre Alassane Ouattara. Il en ressort avec une cote de popularité exponentielle. Et aujourd'hui encore, il va en prison et il revient. Vous savez, on a toujours de la sympathie pour tous ceux qui vont en prison. C'est ce qui a fait d'ailleurs la grandeur de Nelson Mandela et de Robert Gabriel Mugabe, la prison politique. Et je pense que ce sont ses adversaires qui construisent cela. Donc, le fait que Laurent Gbagbo sorte de la CPI, aujourd'hui, pour les Ivoiriens et pour les Africains, une partie d'ailleurs, c'est un martyr. C'est un martyr. Et donc, tout ça rajoute à sa popularité. Maintenant, par rapport à 2020, est-ce qu'il peut vraiment compter? Je pense que pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est de finir avec ses ennuis judiciaires, parce que n'oublions pas que le procès n'est pas encore terminé. Le procès n'est pas encore terminé. Et en Côte d'Ivoire, il y a aussi ce cas Soro Guillaume, l'actuel président du Parlement ivoirien. Il y a quelques jours, le président Alassane Ouattara a annoncé la prochaine démission de Soro Guillaume de la tête du Parlement. C'est quoi? Ce sont les ambitions de Soro Guillaume pour la présidentielle de 2020 qui en sont la cause. Soro Guillaume 2020, est-ce que c'est un candidat plausible? Alors, plusieurs raisons peuvent expliquer donc cette déchirure entre les deux hommes qui ont un passé commun. C'est que quand le président Ouattara avait annoncé qu'il ne serait plus candidat pour 2020, naturellement, Soro Guillaume s'est senti dans cette légitimité donc, de se mettre en position de candidat pour 2020. Ambition normale. Pareil pour le président Henri Konan Bédié. Seulement l'appareil du RDR ne l'a pas soutenu. Il n'a pas eu la caution du président Ouattara. Et Soro Guillaume donc se sentit un peu délaissé. Je ne justifie pas, j'ai expliqué un peu. Se sentit délaissé par le RDR. Et ses amis qui le soutiennent ont commencé à créer des mouvements RACI, MVCI, pour le soutenir et l'amener à se positionner pour 2020. Mais je pense que dans sa démarche, il y a eu beaucoup d'hésitation.
Il y a eu beaucoup d'hésitations. Donc, ces mouvements qui le soutiennent aujourd'hui, quelle est réellement leur assise sur le terrain? Leur assise politique sur le terrain, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils pourront ratisser l'âge en si peu de temps s'il advenait que Soro Guillaume décidait finalement de se présenter pour 2020? Il y a beaucoup de questions encore à se poser, mais je pense que objectivement 2020 pour lui, c'est un peu trop juste. Un peu trop juste, Soro Guillaume, déjà quand on voit ses partisans annoncent ceci, Soro Guillaume ne réagit pas, quand il a quelque chose, il maintient le flou, c'est quand même ambigu, il y a une forme de confusion autour de la personne. Est-ce que cela ne joue pas en sa défaveur, Soro Guillaume 2020? Non, tout est clair, tout est clair. M. Soro Guillaume, n'oubliez pas, a été ministre, il a été Premier ministre. Il est actuellement le président de l'Assemblée nationale. Le seul poste qui lui reste, objectivement, c'est la présidence de la République. Et il ne l'a jamais caché. Seulement, comme il le disait tout à l'heure, il était dans la peau du dauphin naturel. Et puis, avec la conjoncture politique, les choses ont évolué. Et donc, sa candidature me paraît plausible. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il pourrait éventuellement démissionner de l'Assemblée nationale pour mieux préparer cette candidature. L'interrogation majeure, c'est de savoir sur quelle base électorale, sur quelle base politique, et en ce sens que la plupart de ceux qui se reconnaissent en M. Soro Guillaume sont les partisans et les admirateurs de M. Ouattara. Et deuxièmement, je ne vois pas bien, je ne vois pas du tout que les militants ou bien les sympathisants du PDCI iront vers M. Soro Guillaume, encore moins ceux du Front populaire ivoirien. Etc. Donc, le problème, c'est l'assise électorale. C'est vrai, c'est une personnalité majeure de la vie politique ivoirienne, mais est-ce qu'il a une assise politique réelle quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, la politique est avant tout sociologique. Avant tout sociologique. Vous voyez, M. Gbagbo contrôle presque le centre-ouest, M. Ouattara le nord, M. Bédié le centre, une partie du sud. Où va se positionner M. Soro Guillaume? Il est évident que les choses peuvent évoluer, mais nous sommes à quelques mois d'octobre 2020, ça paraît un peu juste, mais bon, je pense que M. Soro devait rester dans la posture qui a toujours été la sienne. Il a toujours dit qu'il est un homme de mission. Et donc, il devait attendre qu'on lui donne une nouvelle mission avant de se prononcer sur certaines thématiques. Mais déjà, le cas Soro Guillaume qui a fait un peu d'étincelle au niveau du PDCI, quand on a vu le président Henri Konan Bédié l'inviter à Daoukro, commencer à le présenter, certains cadres ont vu en cela Soro Guillaume, potentiel candidat du PDCI, et c'était comme si le président Bédié commençait à le présenter, lui donner la caution du PDCI, et suite à cela, on a eu le retranchement de certains cadres, PDCI Renaissance est né. Après, le président Bédié, c'est lui-même qui veut repasser au devant. Soro Guillaume, est-ce qu'il réussira concrètement à vraiment ratisser au sein de certains partis politiques? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Aujourd'hui, les partis politiques sont à la recherche d'alliances. Quand vous regardez le fonctionnement du PDCI-RDA, Soro Guillaume n'y a pas sa place. Non, ce n'est pas possible. Et quand vous regardez aussi le FPI, non plus. Non plus. Je pense que ce qu'il peut faire, c'est de créer, n'est-ce pas, un parti politique, mettre en place un certain nombre de moyens opérationnels dans la perspective de 2025. Sinon, pour l'instant, le PDCI ne peut pas avoir pour candidat M. Soro Guillaume, encore moins le Front populaire ivoirien, même si en politique ivoirienne, tout est possible, mais ce n'est pas du tout envisageable. Et vous pensez un cas Soro Guillaume indépendant? L'exemple de Macron, du président français Emmanuel Macron fera telle tache d'huile en Afrique? Je pense que cette image de Macron a trompé les amis de Soro. Ils ont pensé que l'exemple de Macron pouvait se répéter en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même réalité. Et puis, tout à l'heure, vous avez dit que le président Bédié avait pensé, je crois qu'il n'a jamais pensé. Le président Bédié a voulu capitaliser également aussi l'image de Soro. Quand il vient à Daoukro, regardez comment il le présente. Il dit, je vous présente le jeune homme qui a gagné la guerre, ce n'est pas un militaire. Il veut capitaliser également cela. Mais ce n'a jamais été son intention de le prendre comme candidat du PDCI. Peut-être le prendre comme son colissier, ça c'est possible. Alors, le cas Macron en Côte d'Ivoire avec Soro, je ne pense pas. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère, il faut plutôt qu'il se donne du temps. Par rapport à tout ce qu'on vient de citer, il est très jeune.
qu'il se donne le temps. 2020, il peut tester, c'est testé, mais il faut envisager 2025-2030. Personnellement, je pense que c'est ce niveau-là qu'il pourrait peut-être avoir des chances pour réaliser le dernier rêve qu'il lui reste à faire. Mais déjà, quand on parle de Soro Guillaume, l'image qui revient à tout Ivoirien, c'est quand même la rébellion. Cette rébellion qui a marqué le destin de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, vous pensez qu'ils sont prêts à suivre celui-là qui a été au devant de l'armée, celui-là qui a été au devant de ceux qui ont divisé le pays en deux? Oui, c'est son handicap majeur. Maintenant, c'est à lui, en tant qu'homme politique, de transformer cet handicap en opportunité politique. C'est pour cela que j'ai parlé de moyens opérationnels. D'abord au niveau de la communication. Comment se projeter vis-à-vis des Ivoiriens. Et puis, c'est vrai que c'était une période extrêmement douloureuse, mais tout le monde s'inscrit maintenant dans une perspective de réconciliation et de pardon. Donc, on peut oublier. C'est à lui maintenant de mettre en place, comme je le disais, les moyens opérationnels pour pouvoir transformer cette faiblesse en opportunité. Ce ne sera pas facile. C'est pourquoi je pense, comme il a dit tout à l'heure, qu'il doit se projeter dans le moyen et long terme. Je pense qu'en 2020, M. Soro Guillaume, candidat, oui, peut-être pour compter dans le paysage politique ivoirien. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, la comparaison avec le cas Macron est malaisée, totalement malaisée. M. Macron était ministre, un cadre extrêmement brillant de l'administration avec ses rapports avec le monde financier, avec le grand capital mondial, ce qui n'est pas le cas de M. Soro, qui est vu comme quelqu'un de peu fréquentable au regard du passé que vous venez de choses. Et puis encore, n'oublions pas que si au niveau de la CPI, Mme Bensouda n'est pas parvenue à faire condamner M. Laurent Gbagbo, ça veut dire qu'il y a d'autres pistes encore à exploiter. Et M. Soro a été un des acteurs majeurs de cette crise-là. Et donc, ce sont des éventualités qu'il ne faut pas écarter. Et je pense qu'il doit être assez lucide dans ses postures et dans ses agissements politiques. Alors, le cas Soro Guillaume, on a vu quand même parmi tous les postes, qu'il a eu à occuper dans le cadre de ses fonctions, il a quand même eu le temps de se forger quand même une personnalité, un réseau international pour le soutenir. Est-ce que vous ne pensez pas que ces réseaux-là puissent le soutenir et imposer sa candidature et aller même jusqu'à sa victoire? Dans un premier temps, il a d'abord bénéficié du réseau de Ouattara. Il s'est créé lui-même un réseau. Donc je suis sûr qu'avec les déconvenus qu'il y a entre lui et le président Ouattara, certains réseaux de Ouattara se sont fermés ou sont beaucoup plus maintenant réticents vis-à-vis de Soro. Et c'est pour ça que le facteur temps est important. Il faut qu'il se donne le temps, s'il veut vraiment être président de la Côte d'Ivoire par la voie normale, il se donne le temps pour bien préparer cette dernière étape de sa vie. Les aspects opérationnels dont il a parlé sont importants. L'image du chef rebelle, il a essayé déjà de se démarquer un peu du RDR lorsqu'il parle du pardon, lorsqu'il sillonne le pays pour dire qu'il faut se pardonner. Une manière de dire, je regarde ce qui s'est passé, je suis plus prêt à recommencer, mais le reste, là, il faut du temps. Personnellement, pour moi, il faut qu'il se donne du temps. Maintenant, est-ce que réellement il a ce temps avec le facteur Bensouda? Vous êtes d'avis? Oui, je pense qu'il doit s'inscrire dans le temps. Il doit s'inscrire dans le temps parce que tout le monde sait, tout observateur averti sait qu'il a bénéficié, n'est-ce pas, du réseau de M. Ouattara. Tout ce qu'est M. Soro Guillaume aujourd'hui, il a été parce qu'il a eu le soutien de M. Ouattara. Et donc, je pense qu'il est en train de commettre la même erreur que M. Benfis en Algérie. Hein, l'impatience. Quand on est dauphin, on est patient. Ouais. Prenez le cas du président Henri Konan Bédié. Il a été dauphin pendant longtemps de Félix Houphouët-Boigny. Et donc, il faut être patient. Monsieur Laurent Gbagbo, avant d'arriver au pouvoir, a été extrêmement patient. Monsieur Alassane Ouattara l'a également été. Vous savez, en politique, lorsqu'on est pressé, on va à l'aventure.
on va à l'aventure. Et je pense qu'il faut qu'il essaie d'adopter une autre posture, qui est celle de la réflexion des idées. Parce que c'est ce qui manque le plus sur la scène politique ivoirienne. Donc, M. Soro Diom et tous ceux qui veulent faire de la politique maintenant se devraient d'aller dans ce sens-là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons une crise à l'école. Il y a un dysfonctionnement structurel au niveau de notre système sanitaire. Vous n'avez jamais vu un homme politique ivoirien produire des idées, des réflexions sur cette question. Je pense que les nouveaux, comme M. Soro et autres, devraient emprunter cette voie pour disqualifier, n'est-ce pas, l'ancienne classe politique. Donc, il faut qu'il... C'est pourquoi je n'ai pas de moyens opérationnels. Mais s'il va aller sur le capital sentiment, sur le capital argent et autres, il n'a pas de chance face à Bédier, face à Gbagbo. Il sera difficile face aux poids lourds. Il sera broyé parce que ce sont des poids lourds, ce sont des choses. Donc, que lui, par exemple, il montre qu'il est un homme de réflexion, un homme d'idées, un intellectuel qui veut choses. Et puis, en sa faveur, c'est que les trois grands leaders politiques et les trois grands partis politiques en Côte d'Ivoire, le FPI, le RDR, qui est maintenant le RHDP et le PDCI, ont déjà gouverné et ont montré les insuffisances. Donc, a priori, M. Soro, s'il est patient, 2025, 2030, ce pourrait être pour lui, mais attention, ce sont des échéances plus probables pour lui. Oui, mais nous arrivons au thème de notre émission. Comme M. Blé Goudé et autres. Bien sûr. Et nous arrivons au thème de notre émission. Et vous, pour vous, 2020, Soro Guillaume, Laurent Gbagbo, rapidement, en 30 secondes, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, 2020, pour moi, ce n'est pas Soro Guillaume, ce n'est pas Laurent Gbagbo, ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas Bidi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la paix en Côte d'Ivoire. La paix en Côte d'Ivoire. Merci. Et c'est sur ces mots, la paix en Côte d'Ivoire, que nous refermons cette deuxième partie de notre émission. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Medi 1 TV Afrique.